Donc, on se donne un autre petit 30 secondes et puis ensuite, on pourra débuter tout doucement. Juste donner la chance aux gens de joindre. Jean-Luc nous a avisé que l'autre atelier était fini. Là. C'est ça, oui. Donc, il y a 10 minutes passées l'heure, donc on va débuter quand même tout doucement. Donc, bonjour et bienvenue à ce dernier atelier de la journée dans le cadre du colloque, à l'exception de notre conférence de clôture ce soir avec Chantal Petitclerc. Donc, on vous offre une table ronde avec thématique « Maintenir les synergies de la pandémie pour notre enseignement, les évaluations et l'engagement des élèves ». Je me nomme Grégoire Lefebvre et j'œuvre en tant que leader au sein de l'équipe tactique. J'ai géré de facilitateur pour cette dernière causerie. On vous invite à déposer vos questions, vos commentaires dans le chat qui seront repris soit à la fin de l'atelier ou dépendant de la nature des questions, possiblement lors de la présentation. Aussi un rappel que la conférence est enregistrée. Donc, à présent, nos 3 conférenciers. Débutons par Salim Ziani. Donc, Salim occupe le poste de conseiller pédagogique tactique au sein du Conseil public Guillaume, dont il appuie au niveau des dossiers en littératie, numératie, ainsi que la technopédagogie maternelle à la 12e année. Donc, bonjour Salim et bienvenue. Pierre Daigle est coordonnateur en technopédagogie pour la région sud du Conseil scolaire public du Nord-Est, ainsi que conseiller pédagogique tactique. Donc, bonjour Pierre. Et notre 3e invité, Benoît Douillet, qui œuvre en tant que conseiller pédagogique en technopédagogie, lui aussi, au GNO, ainsi qu'au niveau du projet tactique. Donc, merci beaucoup à vous 3 d'avoir accepté notre invitation à partager vos constats ainsi que vos nombreuses expériences dans le cadre de la mise en œuvre et soutien de la technopédagogie, particulièrement en lien avec nos nouvelles expériences en virtuel. Donc, comment maintenir ses acquis, ses 6 énergies? C'est à vous. Salim, je te cède la parole. Merci. Juste avant, je pense qu'on va vouloir partager le petit sondage que vous voyez dans ce petit lien-là. Puis mon collègue Pierre va partager le lien dans le chat. Puis ici, c'est juste une idée pour avoir un pouls de la salle au niveau de votre ressenti aujourd'hui. Donc, on vous invite à prendre quelques secondes pour le faire. Et donc, comme vous voyez, c'est juste 2 petites questions. Donc, mon ami Benoît va avoir accès à ces informations-là par rapport à votre ressenti. Moi, je les vois présentement, Salim. Donc, ouais. les gens se sentent très bien, tous les visages souriants. Comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à la rentrée scolaire et la pandémie? Mais on a des gens qui ils ne savent pas trop comment se sentir. Donc, ils se sentent bien, mais ils ne se sentent pas mal non plus. Donc, c'est la majorité pour les 2 questions. Mais au moins, on part sur un ton positif. Et donc, à ce sujet, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Et là, afin de replacer dans son contexte cette table ronde, qui, je vous le rappelle, s'intitule « Maintenir la synergie de la pandémie », j'aimerais vous inviter à visionner une petite vidéo d'environ 1 minute 20, je crois, qui vous permettra de rentrer dans le vif du sujet. En visionnant ce clip, j'aimerais que vous vous remémoriez ce que vous faisiez à ce moment-là.
car ce moment, il a bouleversé nos vies et a changé la façon dont nous abordons l'enseignement dans nos salles de classe. Donc, le lien vient d'apparaître. Mon ami Pierre l'a placé. Et donc, vous pouvez le voir, c'est 1 minute 20. On va vous laisser le temps de le regarder. Puis après, je vous invite à partager votre ressenti en laissant un petit commentaire dans le clavardage. Et potentiellement, nous y reviendrons à la fin de cette séance-là. Je te ferai signe, Salim, Parfait. à 1 minute et 20. Super. C'est bon, Salim. Parfait. Donc, juste pour répondre à la petite question, est-ce que c'est avril 2021? Je pense que c'est bien avril 2021, c'est ça? Ou c'était 2020? 2020, hein? Avril 2020, exactement. Donc, c'était vraiment au début de la pandémie. Et justement, vu que c'est en lien avec la pandémie, notre première question auquel on aimerait pouvoir répondre, et on peut aller à la prochaine slide. Merci, Benoît. C'est quel apprentissage avons-nous tiré de cette pandémie? Et pour ce faire, chacun d'entre nous, on va parler de nos expériences de chacun de nos conseils, puis on va commencer justement par moi-même. Alors, pour bien apprécier ce que nous avons tiré de la pandémie, il faut d'abord faire un constat cru et honnête de la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Et ces constats, au sein de mon conseil, mais ce qui a probablement été observé par l'ensemble des conseils de la province, ces constats peuvent être regroupés en 3 thèmes. Tout d'abord, une augmentation des écarts entre les élèves en difficulté ou en situation d'échec avec les autres élèves de palier 1 de notre pyramide de réponse à l'intervention. En deuxième lieu, on a eu un désengagement des élèves sur l'ensemble des années scolaires, et ça, que ce soit au niveau de l'élémentaire ou du secondaire. Et en troisième point, on a eu un isolement des élèves qui s'est fait au détriment de l'utilisation du français dans des contextes authentiques, de par la nature des cours en virtuel. Et donc, ces constats et ces renseignements nous ont poussé à mettre en place des outils qui ont permis et qui vont permettre de pallier à ces difficultés retrouvées dans nos salles de classe. Et ce qui a été fait au niveau du conseil, en premier lieu, c'est de mettre en place des journées pédagogiques consécutives. Et il s'agit bien de 3 journées pédagogiques. Puisque tous les obstacles à l'apprentissage doivent être vus comme une opportunité pour améliorer la réussite des élèves, c'était important de donner le temps à nos enseignants d'avoir cet apprentissage-là avant de commencer l'année scolaire. Et ces journées ont permis de proposer au personnel des formations sur le bien-être et la santé mentale afin d'outiller les enseignants en début d'année. Et on le sait, le début d'année, il est bourré de variables émotionnelles. Et elles devraient être prises en compte lorsque le personnel fait la rencontre des élèves lors du début de l'année. Et donc, suite à cette préparation du personnel avec ces 3 journées pédagogiques. Ce qui a suivi ces 3 journées pédagogiques, et là, on peut aller à la prochaine slide, merci, eh bien, c'est
les 10 jours de réengagement qu'on a mis en place. Plutôt que de se concentrer sur justement l'évaluation diagnostique dès la rentrée, bien, les enseignants se sont concentrés sur ces 10 jours. Et l'idée des 10 jours de réengagement, ça provient de l'intention de mettre en place une série d'activités qui tient compte de l'équité, du bien-être et de l'engagement des élèves. Et par le fait même, grâce à ces 10 jours de réengagement, on veut s'assurer que les élèves arrivent dans un environnement qui est accueillant et inclusif. Et c'est pour cela que durant cette période, les élèves ils ont participé à des activités qui les mettent en valeur et de deux, qui les ont aidés à gérer leurs émotions et aussi favoriser les relations saines ainsi que le développement de l'estime de soi. Et notamment, ça passe à travers une mentalité de croissance que vous connaissez probablement, où est-ce que les erreurs vont être acceptées, respectées et même encouragées. Et le troisième point sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, c'est la réorganisation des efforts d'accompagnement. Ce qui est arrivé durant la pandémie, c'est que c'est l'obligation d'effectuer les accompagnements et les formations en ligne. Ça nous a permis de réorganiser les efforts de chacun de nos conseillers et accompagnateurs. En général, les conseillers accompagnateurs sont attachés à une région spécifique et ils doivent appuyer les écoles sur l'ensemble des années scolaires pour cette région. Et lorsque la pandémie s'est imposée, bien, du même coup, l'apprentissage en virtuel s'est imposé et il devenait tout à fait possible de redistribuer les tâches en fonction des spécialités puis de l'expertise de chaque accompagnateur et de chaque conseiller. Et de cette manière, un accompagnateur ou un CP spécialiste, par exemple, de la troisième année, il pourra accompagner l'ensemble des enseignants de la troisième année, peu importe la région dans laquelle ils se trouvent. Et c'était une possibilité et durant la pandémie, c'est devenu une réalité. Puis en somme, la pandémie, elle nous a créé pas mal de problèmes. Mais parfois, quand on est acculé au mur, ça nous permet de découvrir des forces insoupçonnées. Puis il s'agit juste de les investir et de s'assurer qu'elles ne s'estompent pas. Je vais en discuter un peu plus longuement quand on va élaborer la deuxième question sur justement la réduction des écarts et le réengagement. Mais pour l'instant, je vais juste laisser la parole à mon collègue Pierre qui va nous parler de son expérience à son conseil. Merci, Salim. Donc, nous aussi, des constats. J'ai même discuté avec mon collègue Pierre Giroir, donc ceux qui ont participé à l'atelier de codage ce matin. Donc, il était mon partenaire ce matin, comme tous les jours depuis les 6 dernières années. Ensemble, on a discuté de tout ça. Donc, nous, puis il y en a peut-être qui vont se ressembler ici, là. Donc, nous, la motivation et l'engagement des élèves, c'était un des constats. On voulait bien entreprendre l'année. On voulait encourager les élèves. Ils étaient heureux de revoir leurs amis, reprendre la routine, mais les bonnes habitudes de travail ou même se rattraper, dans certains cas, c'était pas évident. On a remarqué aussi au niveau de citoyenneté numérique, on avait un petit peu de travail à faire. On a vécu ça dans ce qui s'est passé, les 2 expériences qu'on a eues en pandémie. C'était un focus pour nous cette année aussi. Et puis aussi, on a remarqué que parce que nous, ça fait déjà 6 ans qu'on accompagne nos écoles, le personnel, on commence à avoir des demandes d'accompagnement de plus haut niveau. C'est plus nécessairement la base, c'est vraiment le personnel est prêt à aller plus loin. Puis encore une fois, la situation a vraiment accéléré le tout là, chez les enseignants. Donc, pour nous, ce qu'on a tiré de cet apprentissage, c'était au niveau de la préparation, c'est super important. Donc, ça nous a donné, chez nous, on avait déjà entamé notre continuum des apprentissages à l'ère numérique. Donc, notre continuum chez nous au CSPNE, c'est vraiment notre outil de la maternelle à la 12e année qui vise à développer les compétences transférables. Et c'est aussi le développement des habiletés de base en informatique.
Puis, c'était aussi au niveau de l'équipement. Donc, pour nous, quand tout ça a commencé, on était déjà, on s'approchait très rapidement de notre ratio 1 à 1. Il nous restait seulement 2 écoles où ce que c'était pas complété. Donc, au niveau de préparation, ça nous a donné un petit coup de pouce. On était bien content d'avoir ça en place. Aussi, on a préparé un petit peu des documents. Donc, vous pouvez voir un petit aperçu ici. Donc, un document avec tout ce qui était notes politiques, les politiques du conseil, les politiques du ministère par rapport à plusieurs sujets. Comment est-ce qu'on fait ça en virtuel? Donc, ici, on avait un petit babillard, donc c'était avec des liens actifs. Donc, comment je me prépare, puis les ressources qui étaient disponibles pour chacune des années. Puis, on a maintenu ces documents-là, sont à jour pour cette année scolaire aussi. Puis, on a remarqué aussi l'importance de connaître nos outils, soit au niveau du personnel que les élèves. Donc, ça aussi, si on s'en sert en salle de classe, c'est plus facile pour l'élève. Dans le cas d'un retour à la maison, c'est plus facile aussi pour le parent qui n'a pas nécessairement besoin de tout faire pour l'enfant. Donc, si c'est familier, c'est idéal. Un autre apprentissage qu'on a tiré de ça, c'est qu'on voulait centraliser davantage nos ressources. Donc, on avait plusieurs documents qui étaient par école. Donc, ce qu'on a fait, c'est, par exemple, dans le cas du Continuum, on a créé un site où on retrouve tout, que ce soit des activités gagnantes partagées par le personnel. Donc, avec ceci, ça nous permet d'offrir un petit peu les meilleures pratiques un petit peu partout, puis les mettre en vedette. Donc, si on peut aller à la prochaine diapo. Autre chose aussi, donc accompagnement, nous, on en faisait déjà, il était déjà personnalisé, il était ciblé. On avait une petite longueur d'avance, donc puis on vient d'un petit conseil aussi, donc on a des plus petits, les personnels sont plus petits. Donc, on voulait aussi offrir différents moyens pour les gens de développer leurs habiletés informatiques et connaître les outils aussi. Donc, que ce soit des webinaires, des auto-formations, des référentiels, tutoriels imprimés. Donc, on a essayé d'offrir cette variété-là. Puis aussi, l'utilisation d'un environnement infonuagique, on l'a toujours poussé dans nos accompagnements. Puis de cette façon-là, la plupart de nos classes étaient prêtes et sont toujours prêtes. On offre une variété aussi. Nous sommes un conseil Microsoft, donc Teams, le bloc-notes OneNote pour la classe. Certains enseignants préfèrent l'EAV, puis MyBlueprint est aussi un outil qui était très utile chez les petits. Et c'est tout pour tout de suite. Donc, maintenant, on va aller du côté du CSPGNO. Donc, un des constats que nous, on s'est aperçu, c'était qu'il y avait vraiment une importance à avoir des ressources web. Donc, surtout pendant la pandémie, on s'est aperçu que ces ressources-là étaient très utilisées et en demande forte. Donc, juste avant la pandémie, mon collègue et moi, en passant que je salue, Alain, on a développé un site web au niveau de la technopédagogie. Donc, à peu près tout ce qui est dirigé vers la technopédagogie que l'on supporte, on va placer sur notre site web. Et puis, on supporte la plupart de nos enseignants comme ça. On essaie même, quand certains enseignants vont nous demander des questions, on va référer avec des références par rapport à des liens de notre site web. Donc, on va les référer souvent au site web. On a aussi différents autres sites web qui ont été très bénéfiques, comme par exemple le cas de l'école virtuelle. Donc, développer un site web que les profs avaient accès. Donc, ça a été très bénéfique, surtout dans la première année, même si cette année, on a vraiment
des gens qui sont dédiés, il y a eu une dotation à l'école virtuelle, donc il y a vraiment des postes qui appartiennent à cette école-là. On a aussi développé des ressources qui étaient vraiment au niveau de la pandémie même, donc comment utiliser des outils, quoi faire, quoi éviter, des choses comme ça. On avait des ressources maison qui ont été faites par rapport aux arts, par exemple, à l'élémentaire, où est-ce que tous les classes pouvaient aller chercher des projets d'art, faire en ligne. On a toute notre section d'animation culturelle, justement, qui offrait des super beaux vidéos qui servent encore aujourd'hui, d'ailleurs, puis qui continuent de bâtir, mais aussi tous nos outils aussi en ligne qu'on utilise. Puis ça, je vais élaborer un petit peu. Un autre des constats, c'est qu'il fallait vraiment être créatif dans notre approche, surtout en temps de pandémie. Donc, d'utiliser des journées pédagogiques comme il faut, des contraintes comme, par exemple, au niveau du pas avoir de suppléance, au niveau de COVID. Donc, on a des accompagnements qui ont été complètement virtuels. Cette année, on va y passer un petit peu plus à des accompagnements ou presque hybrides. Donc, on a vraiment, en temps de pandémie, développé des mécanismes qui nous aident à bâtir aujourd'hui. Comme par exemple, chez nous, on recommande fortement, par exemple, d'avoir un classroom, puis de le communiquer dès le début de l'année avec ses parents. Une autre chose qui est très primordiale aussi, c'est d'avoir une structure en place, une structure décisionnelle, parce que l'achat de ces outils-là, si on s'arrête au désir de tous et chacun, on pourrait se retrouver avec facilement une variété de 500 applications et extensions possibles. Donc, chez nous, au GNO, on a un comité technopédagogique où est-ce qu'il y a le DG, les surintendants, les directions de services, les conseillers PED en technopédagogie. On a aussi les techniciens qui sont représentés là. Donc, on fait l'achat, puis on va se pencher sur des achats qui sont viables pour de la maternelle à la 12e année, comme par exemple Read and Write. Ça fait des années que chez nous, on utilise Read and Write, mais c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les élèves en difficulté. Donc, plein de sujets de discussion qu'on traite à ces comités-là. Dont mon préféré ce temps-ci, c'est le filtre web. Il nous cause énormément de défis, mais on apprécie à l'aimer parce qu'il bloque quand même des choses importantes, mais il nous donne aussi quelques petits cheveux blancs à mon collègue et moi. Chez nous, au GNO aussi, un petit peu comme Nord-Est, on était presque à 1 à 1. Je peux vous assurer que ça fait, disons, un petit bout là, qu'on est vraiment 1 à 1. Donc, chez nous, le Chromebook est de la maternelle jusqu'à la 9e, jusqu'à la 8e année, puis de 9 à 12, ce sont des portables. OK. Puis je vais... Puis pour terminer, vraiment, le point de la première question, c'est j'aimerais vous féliciter parce que peu importe où est-ce que vous êtes, quel poste que vous avez occupé durant la pandémie, c'est sûr que vous avez fait des apprentissages incroyables. Puis que vous soyez parents, élèves ou faisiez partie du personnel scolaire. Oups, je me trompe de mon lien. Et voilà. Oups. Pourquoi que ça a été ici? Je m'excuse du petit mal de cœur que je vous donne. Donc, pour la deuxième question, on est vraiment parti
de recommandations, donc par rapport à des ressources qui sont sorties pendant la pandémie, dont le document qu'on vous partage à l'écran présentement, qui est un document du groupe Réverbère, donc qui Nadia Rousseau est impliquée, qui a été questionné de plusieurs élèves canadiens. Malheureusement, il n'y avait pas d'élèves ontariens parce que nous, on était pris en pleine pandémie et on devait enseigner en virtuel à 100%, alors que les autres provinces, ce n'était pas la même chose. Donc, elle a pris le temps d'aller consulter ça. Nous, on s'est fié à ces recommandations-là, puis on va viser la question 2, qui est comment pouvez-vous tirer profit des acquis pour favoriser le réengagement des élèves et de réduire l'écart en salle de classe. Donc, plus ou moins, comment est-ce qu'on fait pour garder toutes ces belles énergies-là positives qu'on a mis en technopédagogie? Donc, je cède la parole à mon collègue Pierre. Merci, Benoît. Pour nous, réduire les écarts et le réengagement ici. Donc, c'était vraiment de favoriser, de parler de pédagogie participative. On parle de différenciation pédagogique, compétences transférables aussi. Donc, c'était toujours dans l'optique que l'élève prenne un petit peu plus de place, puis on développe ensemble une intelligence collective du groupe. On peut faire ça en utilisant des outils qui sont engageants pour les élèves. Donc, nous, on a Minecraft Education qui est disponible. C'est un outil polyvalent qu'on peut utiliser peu importe la matière. Donc, on a eu plein de beaux projets. On a plein de beaux projets aussi cette année. Donc, les gens, même les élèves, prennent plaisir à montrer à leurs enseignants et enseignantes comment utiliser Minecraft. Parce que souvent les élèves sont plus à l'aise. Scratch aussi, donc des outils de programmation, donc de montage vidéo, donc n'importe quoi qui permet à l'élève d'être créatif, puis d'apprendre, de démontrer un petit peu sa créativité, tous les apprentissages qu'il a fait. Donc, réengager les élèves aussi. Pour nous, comme technopédagogues, on a un système de trousses technopédagogiques pour nos écoles qui sont gérées par moi et c'est encore la précédente, Benoît. Merci. Donc, on a des trousses technopédagogiques qui sont disponibles pour emprunt. Donc, on a un système où les gens peuvent réserver. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de mettre à jour les robots. Ils n'ont pas besoin de les charger. Donc, nous, on leur apporte ça dans nos visites tout prêt. Puis, on les accompagne si on déterminé qu'il y avait besoin d'un appui par rapport à ça aussi. Là, on peut changer, Monsieur Duyette. Parfait, merci. Donc, nous aussi, un petit peu comme on a mentionné déjà, puis je pense que c'est un des points communs qu'on avait. On préconise beaucoup, on a fait l'achat d'abonnements, donc d'outils, mais d'outils qui permettent en même temps de réduire les écarts, mais aussi qui sont disponibles à distance. Donc, des outils comme des Orbit, Literature, puis des Madamo, logiciels d'appligogique. Donc, tous des logiciels qui offrent un tableau de bord, qui offrent du matériel déjà prêt. Donc, ça a été très apprécié. C'est très apprécié par nos classes. Puis, l'utilisation est de plus en plus haute. Aussi, évaluation sans papier. Donc, ça, c'est une pratique qui a été développée, qu'on le voulait ou pas. Donc, l'an passé, on a dû s'ajuster. Donc, on voit encore que cette pratique-là, les gens vont l'utiliser. Des évaluations Forms, des questionnaires Forms, je devrais dire, où ils peuvent donner de la rétroaction et publier les résultats aux élèves. Puis aussi, des nouveaux outils qui apparaissent. Donc, dans Teams, la création de grilles adaptées se fait bien maintenant. Donc, dernière petite mention peut-être, c'est
de poursuivre un petit peu, on a plusieurs classes l'an passé qui ont profité des accompagnements virtuels. Donc, on encourage de maintenir ça. Donc, si on peut les faire en présentiel, c'est encore mieux, mais de maintenir un petit peu l'externe, là, les gens de l'externe. Et je passe la parole à, je crois que c'est Benoît. Oui, mais il y a un lien qui ne se fait pas bien, donc je vais le remettre. Voilà, donc chez nous, pour le réengagement, c'est parti aussi en douceur en septembre. Donc, le mot d'ordre, c'était de ne pas trop déranger. Donc, il y a aussi eu de la formation. Donc, mon collègue Alain et moi, on a fait des formations au niveau de la technopédagogie dans toutes nos écoles. Disons, à l'intérieur des 2, 3 premières semaines d'école. Donc, on s'est assuré que tout le monde avait le mot d'ordre, par exemple avec Classroom, que tout le monde savait un petit peu où aller chercher de l'information si jamais on tombait en mode virtuel. Ensuite, chez nous, il y a des réseaux de direction qui sont à tous les mois. Donc, mon collègue Alain et moi, on présente lors de ces réseaux de direction-là, on présente des nouveaux concepts, des nouveautés que les directions pourraient observer en salle de classe. Donc, on aborde un petit peu ce qu'on aborde aussi avec les conseillers pédagogiques, les mêmes sujets, mais souvent c'est à différents niveaux. Donc, ce que j'ai appelé dans mon image les CAPSPEED, chez nous, c'est services pédagogiques et EED. Donc, c'est comme ça qu'on nomme nos CAP. Donc, tout le monde assis ensemble. Alain et moi, on présente toujours un 5 à 15 minutes maximum de chaque rencontre sur peu importe le sujet. Ensuite, on se sert d'autant plus de Google Analytics avec maintenant le site web. Donc, sur notre site de technopédagogie, je peux savoir combien d'enseignants ont accédé à notre site, quelles sections ont été les plus populaires. Donc, ça nous donne aussi un indice du pouls de ce qui se passe dans les écoles. Donc, ça nous permet d'aller voir. Au niveau des achats du comité technopédagogie, un petit peu comme Pierre, on a fait Appligogic, on a fait Zorbit, mais on a fait aussi l'achat de Microbit, qui est une super belle petite invention qui ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui est très dur à avoir parce qu'on en a acheté, nous, pour les élèves de 7, 8 et 9. Et puis là, les commandes pour de 4 à 6 sont malheureusement en rupture de stock. Donc, une autre chose qu'on fait beaucoup chez nous aussi, c'est qu'on va écouter beaucoup. Donc, je vous disais, un des problèmes, un des défis qu'on avait, c'était avec notre filtre web. Donc, maintenant, il y a possibilité de faire débloquer des sites web, des vidéos YouTube qui sont bloquées, des extensions. Donc, on est beaucoup à leur écoute. Une nouveauté aussi que cette année, on a débuté, je pense que c'était au mois d'octobre le 1er. Donc, on a débuté une série d'ateliers professionnels qu'il y a 4 sections, disons. Il y a la première section qui est Éclaire-moi, qui est en technopédagogie, qui est fait par mon collègue Alain et moi. Ensuite, il y a Pédago Presto, qui est fait par la gang de conseillers pédagogiques et de conseillers pédagogiques dans les écoles. On a les formations connexes, qui est tous les professionnels du côté EED. Et on a aussi l'équipe de santé mentale. Donc, une fois comme par exemple chez nous, Éclaire-moi, c'est tous les premiers mardis du mois. On va présenter de 3h30 à 4h30 un atelier sur un sujet quelconque. Là, je vous ai mis un exemple de ce quoi qu'on a fait la semaine dernière. On a fait les pratiques gagnantes en codage à l'élémentaire. On a eu un taux de participation d'à peu près juste en bas de 20 participants. Puis celui-là était un petit peu à la dernière minute. Mais ça, c'est 20 participants qui ont été là. Maintenant, je peux vous dire qu'il y a aussi peut-être le même nombre de participants qui ont été voir la vidéo parce qu'on rend accessible les vidéos sur un site
et puis ils peuvent aller les voir après. On rend aussi disponible la présentation. Donc, ils peuvent aller revoir. On a aussi inclus quelques petites initiations spéciales qui est à grande demande. Par exemple, il y a une de nos enseignantes qui fait des grilles d'évaluation qui sont auto-populantes avec des Google Forms qui ont été un succès cette année. Donc, les gens vont revoir ces vidéos-là et comme ça, ils peuvent garder ce qu'ils ont parti durant la pandémie pour garder cette synergie-là. OK. Oups. Je ne sais pas pourquoi que ça va à celle-là. Excusez-moi. Et je passe la parole à Pierre. C'est à Salim. Salim? Oui. Ouais. Oups. On n'a pas pris la bonne photo. Non, c'est la slide précédente, je pense. Ouais, on clique sur... Super, merci Benoît. Donc, vous allez voir plusieurs parallèles avec les autres conseils dans ce que je vais dire. Mais pour commencer, je vais faire référence à ce qu'on a discuté lors de la question précédente. C'est qu'on avait observé justement des écarts grandissants, des désengagements des élèves et un manque de communication en français. En revanche, la pandémie, ça a été un accélérateur extraordinaire dans l'utilisation des outils technologiques. Et dans notre cas, on peut prendre l'exemple de Teams. Avant la pandémie, le taux d'utilisation de la plateforme pour cumuler les preuves d'apprentissage puis favoriser la collaboration, c'était relativement faible, mais c'était aussi en partie au fait que c'était relativement nouveau aussi au sein du conseil. Cependant, c'est dans les cas de crise qu'on va découvrir notre plein potentiel et dans ce cas-ci, l'outil nous a permis d'offrir un contenu différencié et de cumuler les preuves d'apprentissage autres que la simple production écrite, un peu comme Pierre l'avait mentionné. Et aujourd'hui, l'ensemble de nos enseignants ont une bonne connaissance de l'outil et un grand nombre continuent de l'utiliser pour toutes sortes d'activités. Et au sein de l'équipe des services pédagogiques, on tente de surfer un petit peu sur cette vague-là en mettant de l'avant la nature collaborative de Teams et aussi en profitant des occasions de différenciation que cela permet pour justement réduire les écarts chez nos élèves. Cette utilisation nous a aussi forcé les services pédagogiques à réorienter les efforts sur les ateliers virtuels qui ont permis de démocratiser l'utilisation de divers outils qui étaient probablement moins utilisés avant la pandémie. On peut penser à des outils comme PeerDeck, Flipgrid, Book Creator, Lalilo, Pierre et Benoît, je pense, l'ont mentionné, Zorbit, puis j'en passe. Puis pour poursuivre sur cet élan, ce que le conseil a fait, c'est qu'il a acheté des licences au niveau du conseil pour ces applications, parce qu'on voulait s'assurer qu'il y ait justement ce réengagement des élèves et cette possibilité de cumuler les preuves d'apprentissage. Et notamment dans les achats qu'on a fait, on a fait les achats pour Zorbit, Lalilo, Equatio, Jaccord en grammaire et Caligo pour l'écriture cursive chez les plus petits. Et grâce à l'aspect ludique de ces applications, on veut justement s'assurer que les enseignants ils aient des outils qui vont favoriser aussi l'évaluation en continu. Et pour ce faire, quand on a fait le choix de ces outils, la priorité a été placée sur des outils qui permettent de, encore une fois, consigner ces preuves d'apprentissage, mais aussi de les analyser et de pouvoir offrir aux enseignants l'opportunité de faire ces rétroactions dans des temps opportuns puis au service de l'apprentissage. Le deuxième point que j'aimerais parler, c'est aide pédago. Donc, en parallèle à ces outils, on a offert au personnel, durant la pandémie, des appuis en direct à travers des réunions Teams tous les jours de 15h à 16h pour tous ceux qui avaient des questions d'ordre pédagogique ou technologique. On l'a initié durant la pandémie pour rejoindre des besoins criants, mais étant donné le succès, on a décidé de continuer l'initiative. Et ce qu'on a fait aussi, c'est multiplier et systématiser l'utilisation de vidéos tutoriels et d'auto-formation à travers la chaîne EdPédago sur YouTube. Et je pense que mon collègue Pierre vient de partager le lien.
Donc, vous pourrez regarder les différentes vidéos qu'on a à votre aise. Et ça, c'est pour s'assurer que les enseignants ils aient un accès et un appui sur mesure et instantané à l'enseignement qu'ils font en salle de classe au profit des élèves. Et donc, aujourd'hui, la chaîne Pédago, c'est près de 300 000 visionnements sur plusieurs centaines de vidéos qui discutent de l'ensemble des outils pédagogiques, mais aussi des pratiques pédagogiques à fort impact. Auparavant, la promotion des pratiques pédagogiques, au-delà des formations, bien sûr, ben, ça se faisait à travers un bulletin hebdomadaire qui se fait toujours, aussi un podcast qui a eu beaucoup de succès, toute la classe, et une émission YouTube indicatif présent de 10 minutes où est-ce qu'on invite les enseignants à parler de leur succès. Mais maintenant, on peut aussi y ajouter ces vidéos tutoriels. Ces vidéos, ils ont vraiment aidé à la formation des enseignants. Surtout, durant la pandémie, on était limité dans les formations qu'on pouvait offrir. Et alors, quand on s'est retourné vers les auto-formations, ça a beaucoup aidé. Et ce qui a changé, surtout, c'est dans le format de ce qu'on offre. Parce que là, avec ces vidéos-là, on va offrir des mini-capsules, parfois aussi courtes que 2 minutes. Et l'idée des mini-capsules, c'est de passer du format juste au cas où au juste à temps. Et on est venu morceler l'apprentissage chez nos enseignants de la même manière qu'on le ferait dans une salle de classe si on voulait faire de la différenciation. Puis, pour continuer sur cette idée de aide pédago, puis si on peut aller à la prochaine diapo, merci Benoît. On doit aussi parler du second volet de aide pédago. C'est-à-dire qu'auparavant, au niveau d'Aide Pédago, c'était une initiative qui se faisait principalement à travers des courriels, des messages sur différentes plateformes auxquelles les enseignants avaient accès. Et là, c'était plutôt décentralisé. Et aujourd'hui, on l'a organisé à l'image de ce qu'on offrait pour aide informatique, c'est-à-dire qu'on utilisait la plateforme, si je ne me trompe pas, c'est Manage Engine. Et de cette manière, ça nous a permis de répertorier l'ensemble des demandes et de consulter au besoin les personnes qualifiées pour répondre aux questions à l'intérieur de 24 heures dans la mesure du possible. Puis la philosophie derrière tout ça, c'est que tout le monde, tous les conseillers qui participent à Aide Pédago à travers cette plateforme-là sont là pour apprendre. Donc, plutôt que d'attribuer la demande à un spécialiste dans la matière sur la question, mais là, la personne qui est en charge cette journée-là de répondre à ces questions-là, elle va elle-même contacter cette personne-là qui est experte pour répondre elle-même à la réponse. Et l'idée ici, c'est justement de faire le transfert de l'expertise à travers l'ensemble des conseillers pédagogiques. Et en support à tout ça, on a aussi créé une communauté Teams, Aide Pédago, où on va répertorier justement toutes les réponses, les questions fréquentes avec des réponses possibles. Et ce qui est fascinant, c'est que grâce à ce système d'aide, ben, on a pu récupérer des données probantes sur l'évolution des besoins des enseignants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, par exemple, lors de la première année, on a remarqué que la majorité des questions, elles étaient liées à l'utilisation de Teams, et c'est normal, c'était nouveau pour beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, les demandes qui sont liées à Teams, elles ont considérablement diminué, puis elles représentent qu'une infime partie des demandes, parce qu'on voit que la courbe d'apprentissage, elle s'est faite à ce niveau-là. Et aujourd'hui, les demandes, elles tendent à se concentrer sur les nouveaux outils technologiques qui ont été payés par le conseil, comme ceux que j'ai présentés précédemment, ou bien d'ordre purement pédagogique, par exemple, quel type d'écriture cursive devrais-je intégrer dans ma salle de classe en première année, par exemple. Puis ça nous permet de répondre à des questions, mais du même coup, rediriger les enseignants vers les mini-capsules qui ont été créées à ce sujet et qui sont relativement courtes. Et ce qui fait que le niveau d'attention sur les capsules, ben, il est beaucoup plus grand puisque ça répond aux besoins pressants. Et Benoît, si tu veux bien cliquer, je voudrais justement vous montrer un exemple à ce niveau-là. Ici, on a une de nos anciennes vidéos qui durait 15 minutes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'au bout de 30 secondes, le taux de rétention, il est de 47%. Et ne croyez pas que c'est une exception. Sur YouTube, c'est la norme. C'est dans la norme, c'est qu'après 30 secondes, les personnes ils partent de la vidéo. Et qu'est-ce qu'on a créé en s'assurant que c'est juste à temps, que c'est ciblé? Eh bien,
si on clique une deuxième fois, on va voir la deuxième vidéo qui est plus courte, qui est de 2 minutes. Et là, la vidéo dure 2 minutes et à la fin de ces 2 minutes, si on enlève les 10 dernières secondes qui sont le outro, eh bien, on a 66% de rétention à la fin de ces 2 minutes. Fait qu'on a plus de rétention sur l'entièreté de la vidéo de 2 minutes qu'on en a après 30 secondes sur la première vidéo. Et donc, ça nous a encouragé dans notre idée de continuer sur ces idées de mini-capsules. Et puis là, je vais terminer en revenant sur le concept de Teams. Et on va passer à l'autre diapositive. Et donc, un autre acquis de l'utilisation systématique de Teams par l'ensemble des enseignants, c'est la création de communautés de partage Teams pour chacune des années scolaires et pour les différents cours au secondaire. Et donc, les accompagnatrices, les conseillers pédagogiques alimentent régulièrement ces communautés et les enseignants peuvent y ajouter leur coup de cœur et leur réussite en salle de classe. Et grâce à ces communautés, on cherche à favoriser le transfert d'une école à l'autre de 1, des meilleures pratiques en salle de classe, de 2, des stratégies à fort impact et de 3, des activités engageantes. Et par conséquent, les pratiques gagnantes, elles ne se vivent plus en silo. Elles se propagent de manière continue dans les écoles de notre conseil. On n'attend pas nécessairement la prochaine CAP ou la prochaine formation pour partager ces informations. Et ces communautés, elles existent aussi pour différents sujets qui ne sont pas nécessairement catégorisables par année scolaire. On peut penser à notre communauté pour l'activité en plein air ou la communauté pour l'aménagement flexible. Donc, comme vous le voyez, on essaie de battre le fer tant qu'il est chaud, puis on continue de mettre en place des ateliers et des formations qui auront l'engagement, les compétences transférables et les tâches authentiques en filigrane de tout ce qu'on fait. Et pour terminer, je vais laisser la parole à Pierre, justement, pour notre troisième sujet. Oui, donc, merci Salim. Donc, on avait une autre question. Puis celle-là, c'était vraiment pour passer du triangle à la table ronde, là, si on veut. Donc, vous avez entendu parler de ce qui se passe chez nous. Mais là, on aimerait savoir qu'est-ce qui se passe chez vous. Donc, notre question ici, c'est qu'est-ce que les enseignants des écoles ont gardé de leur enseignement en virtuel? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui contribue au succès des écoles et des élèves? Puis, je vais coller le lien au Padlet. Donc, on vous invite à partager. Je ne sais pas si on veut ouvrir le partage par micro aussi, peut-être. Je ne sais pas s'il nous reste assez de temps. Mais... Vous avez une question dans le chat, Pierre, comme c'est là, qui vient de Trisha. Comment est-ce que vous décidez de faire une vidéo ou de diriger les personnels vers le site web du fournisseur? Par exemple, créer un compte mais le site du fournisseur a déjà une vidéo qui explique ceci. Est-ce que vous trouvez que parfois vous faites un travail qui est déjà fait? Ça, je pense, c'est en réponse aux vidéos de Aide Pédago, c'est bien ça? Oui. Oui. C'est donc, que des fois, je me trouve en train de faire une vidéo ou un procédurier qui se trouve déjà sur le site du fournisseur. Donc, à quel point est-ce qu'on dirige notre personnel à pêcher un peu plus que de se fier sur nous? Donc, c'est une bonne question, puis c'est une question qu'on se pose aussi quand on fait nos vidéos. C'est-à-dire qu'il arrive des fois qu'il y a des vidéos qui sont faites par les fournisseurs, mais rarement ces vidéos sont directement ciblées en lien avec les attentes qu'on a par rapport soit au curriculum, soit à ce qu'on recherche au niveau du réengagement. Et donc, quand on va proposer ces activités-là, c'est toujours avoir justement le curriculum en tête ou les objectifs qui sont en tête liés à ça. Et donc, on va vraiment faire le lien entre le côté, on va dire, plus du conseil de la province et l'outil en tant que tel, ce qui est rarement fait par les fournisseurs en tant que tels, qui ont une approche beaucoup plus généralisée, on va dire. Puis chez moi, Trisha, nous, on va utiliser un peu importe qu'est-ce qu'on a.
On a tendance à mettre des vidéos plus personnalisées vers la fin, mais au début, c'est à peu près n'importe quoi qu'on peut trouver qui va essayer de débrouiller pour justement pas qu'ils perdent leur temps à faire de la recherche pour rien. Nous autres, on a déjà trouvé des choses qui étaient plus valides, donc on les place à leur disposition avec un site Google. On peut mettre des YouTube très facilement. Merci. Je ne sais pas s'il y avait autre question pour nos technopédagogues. Commentaires. Sinon, je vais poursuivre avec les remerciements. Donc, wow, dans un premier temps, merci beaucoup, Salim, Pierre et Benoît. Vous nous offrez une multitude de pistes et de possibilités afin de maintenir justement les synergies et les acquis de la technopédagogie en salle de classe, autant sur le plan virtuel qu'en présentiel. Depuis longtemps, on promeut l'usage de la technologie comme outil d'appui pédagogique, faute que ça l'engage et même élimine les barrières pour certains des élèves. Donc, je retiens dans cet atelier 5 inconditionnels. Consacrer avant tout les énergies concrètes et quantifiées à reconstruire le réengagement de nos élèves et la technopédagogie offre une porte d'entrée sans pareil. Recueillir ce que les gens veulent, procurer, regrouper et rendre accessibles des outils technopédagogiques polyvalents qui favorisent l'exploration, la créativité ainsi que l'évaluation des acquis sans papier. Offrir un mécanisme de formation et d'appui pour l'ensemble du personnel, peu importe leur habileté technologique. Viens nous voir, on peut t'aider, on veut t'aider. Quatrième, mettre en place une structure ainsi qu'un processus qui favorise les initiatives en donnant des accessibilités d'exploration et de collaboration. Et le cinquième, la pandémie égale accélérateur pour l'usage des outils technologiques. Merci encore, Salim, Pierre et Benoît, passionnés de la technopédagogie, déterminés à maintenir les acquis ainsi que les synergies découlant de nos expériences virtuelles. Avant tout, il ne nous faut surtout pas retourner en arrière au traditionnel. On doit maintenir ce qui engage, motive et permet de mieux communiquer ces acquis, dont la technopédagogie. On tient particulièrement à remercier les participants et les participantes qui ont choisi de prendre part au colloque TAC 21. Sans votre présence, les énergies à monter ce colloque auraient été en vain. Merci de votre intérêt, de votre participation et particulièrement de votre partage. Un rappel que nous poursuivons dès 17h30 avec notre conférencière de clôture, Chantal Petitclerc, Attitude, passion et détermination. Soyez des nôtres et puis merci encore. Et puis aussi, on souhaite que vous ayez le temps de prendre un petit repas avant qu'on se revoie. Merci encore. C'est excellent. C'est bien 19h30, Grégoire, Chantal Petitclerc. 19h30? Oui. Merci, Denis. Donc, tu as le temps de prendre un gros repas, là. Merci beaucoup. J'avais dit? Merci. Excusez-moi. J'avais-tu dit... qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit 19h30, c'est ce que j'avais dit. Ah oui, hein, excusez-moi. Je l'avais écrit. Merci, Denis. Bravo, 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 messieurs. C'était, écoute, là, vous avez du stock, comme vous le saviez, c'était excellent.
Je vous félicite. Bravo, bravo. Merci. Merci, Grégoire. Merci beaucoup, tout le monde. Merci de la question, Trisha. Elle est partie. Ouais. Denis, tu es toujours là? Non, je l'ai perdu. Ça demeure que je vais le rapporter. Juste ce qui se produit à l'intérieur de votre collaboration. Et puis, on doit absolument participer, d'agir de facilitateur pour vous. Je trouve que écoute, là, c'est vos élèves, puis c'est votre conseil, vos conseils qui vont être tout à fait gagnants dans toute cette composante du partage. Et puis, mes félicitations, bravo, c'était très bien. Merci. Et puis, Pierre, tu as l'air un petit peu moins fatigué que tu l'étais tout à l'heure. Oui. Il y avait peut-être trop de décalage entre le premier et le deuxième. Donc, c'est peut-être ça. Et puis moi, je suis désolé, là, quand je cliquais, des fois, ça flyait 2-3 slides, puis je me disais... Mais j'essayais d'aller voir les nombres, puis je ne voulais pas affecter mon autre écran. J'ai vu ça monter. Moi, le plus haut, j'ai vu, c'était 45, mais je ne sais pas si vous avez... J'ai vu 45 aussi, là. C'était pas 75. Ouais. Et le gagnant... Vous êtes en train de dire que c'est mon estimation qui était la bonne? C'est ça que vous êtes en train de dire. Mais puis tu vois, puis mon réajustement à la mire était quand même bon, là. Ouais, mais mon réajustement s'est éloigné de la cible, finalement. Ouais, ben je sais pas. On avait peut-être plus, je sais pas. Mais... Ce que j'ai vu, c'était à peu près 45, c'est ça, non? C'est ce que j'ai vu. Moi, ici, là, je vérifiais. Et puis 45. C'est bon. Ben, je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Merci. À vous aussi. Puis, ça a été tout un plaisir en passant là, de juste vous écouter, participer à vos discussions. Je veux vous dire que ça a été très riche de mon côté. Et puis, je veux vous remercier sincèrement. Et puis, ça dit, je vous souhaite surtout une bonne soirée et puis un repos, un répit bien mérité. Merci. Bonne soirée. Là. Merci. Bye. Salut.